chers amis, merci d'être ici ce matin. Aujourd'hui, Michel et Jean-Félix ont prévu deux thèmes que je leur laisse le soin de vous faire découvrir. Je voudrais simplement dire que les partenaires que je remercie aujourd'hui ont une caractéristique, une double caractéristique, c'est que soit ils viennent de l'université, ils sont des juristes purs, donc ça c'est la partie conceptuelle. Il y en a un, deux, à tout le moins. Soit ils viennent du monde de l'entreprise et où ils exercent d'éminentes responsabilités. Il y en a deux autres. Michel, à votre voyez-vous. Donc, comme vous l'avez vu sur l'invitation, on va traiter de deux thèmes aujourd'hui. Alors, deux thèmes d'actualité. Alors, une actualité totalement différente, une actualité qui existe déjà, et c'est le second thème qui va porter sur les débats publics et qui concerne beaucoup d'entre vous. Et le premier thème est un thème d'actualité future, mais dont il faut absolument prendre en compte, qui est le fait que le Code civil est en cours de modification et est relativement avancé, et que donc ce Code civil introduit des notions qui nécessitent de se poser des questions au regard de pratiques qui se sont développées depuis maintenant une quinzaine d'années avec les personnes publiques. Donc, personnellement, à titre personnel, moi, cette pratique d'introduction d'un contrat, voire de contrat notarié, les contrats de vente, cette pratique d'introduction de clauses spécifiques, en fait, je l'ai découverte il y a longtemps, il y a déjà 15 ans, quand un jour, la ville de Paris est venue me voir en me disant on a un souci à Saint-Germain-des-Prés. Autour de Saint-Germain-des-Prés, il y avait des libraires, des antiquaires, des éditeurs d'art, et tous ces métiers étaient en train de disparaître. Et la ville de Paris avait comme caractéristique d'être propriétaire de beaucoup de rez-de-chaussée commerciaux. Et donc, rez-de-chaussée commerciaux qu'elle avait décidé de ne plus conserver, donc de vendre. Et donc, toute la question qui s'est posée, la réflexion qu'on a commencé à faire, c'était de savoir si dans le cadre des contrats de vente, on pourrait imposer dans le temps une affectation de mairie. On a commencé à se poser cette question. Cette question, après, s'est posée de manière différente quand les personnes publiques ont commencé à travailler sur leur patrimoine, à le vendre. Et donc, s'est posée la question de l'introduction de clauses d'intéressement dans les actes. S'est posée aussi la question de clauses d'intéressement dans les actes, justement pour faciliter les dialogues entre personnes publiques et permettre des ventes plus faciles. Et puis, de plus en plus, ce dont on s'est rendu compte, et je pense que M. Danon en parlera bien mieux que moi, en fait, le contrat est devenu un outil important pour, on va dire, aménager la ville, donner des prescriptions, et le contrat est devenu un outil juridique totalement fondamental. Et donc aujourd'hui, toute la question qui se pose, c'est est-ce que les réformes en cours, notamment celle du Code civil, ont une incidence sur ces pratiques? Et l'autre élément aussi, et donc ça c'est le professeur Leveneur qui va nous présenter la réforme du Code civil. Et puis aussi, ce qu'il y a de très très important, c'est que le tribunal des conflits a produit un certain nombre de jurisprudences, dont Jean-François Lafay, professeur aussi à l'université de Nancy, va nous parler, qui potentiellement vont avoir des conséquences sur la nature juridique du contrat. Et donc, avant que le professeur Leveneur et le professeur Lafay interviennent, on va avoir deux praticiens de ces clauses qui vont intervenir. Donc Jean-François Danon, qui est donc le directeur général de Paris Batignolles Aménagement et de la CEMAVI,
maintenant, depuis quelques jours, et qui va nous expliquer pourquoi et quel type de clause on introduit aujourd'hui dans les contrats. Et puis Patrick Largevêque, directeur juridique de Foncière des Régions, qui va également intervenir pour nous expliquer l'impact de ces clauses pour un investisseur et comment un investisseur peut les traiter ou pas, et les difficultés que ça peut représenter pour eux. À vous, Monsieur Danon. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais en effet exposer les clauses qui sont en réalité notre boîte à outils, et je vais... Voilà. Ce sont les clauses qui se retrouvent aujourd'hui dans l'appel à projets innovants de la Ville de Paris. Alors, quel est l'intérêt de ces clauses? Le premier intérêt de ces clauses, c'est de passer beaucoup d'heures, avec grand plaisir, à l'étude Chevreux, et donc d'avoir des négociations avec des grands professionnels, et comme ça de pouvoir démarrer ou finir les soirées. Donc, il y a beaucoup de négociations derrière ces clauses. Alors, ensuite, au-delà de ce plaisir, quel est l'objet de ces clauses? L'objet de ces clauses, donc cette boîte à outils, c'est d'abord d'être un outil de l'intérêt général, qui est la contrepartie en particulier des efforts financiers faits par les collectivités pour aménager. Le deuxième rôle, et Michel a commencé à l'esquisser, c'est que le contrat n'est pas simplement une vente de charges foncières, mais il est devenu aujourd'hui un outil de politique publique pour mettre en place concrètement des politiques publiques, on va le voir, qui touchent aussi bien le développement durable, de l'emploi, car nous sommes un outil de la puissance publique, de la Ville de Paris, qui a des politiques publiques et qui veut rendre concrètes ces politiques publiques. Ensuite, je dirais que ces clauses sont également, je dirais, ce que je peux appeler des clauses citoyennes. C'est-à-dire que ces clauses assurent à l'ensemble des citoyens que ce qui a été décidé par une collectivité locale est réellement mis en place. Et quatrièmement, ce sont des clauses qui permettent de faire la ville sur le long terme. Alors, je vais prendre donc catégorie par catégorie, même si ce classement peut paraître un tout petit peu arbitraire. Alors, j'ai distingué trois types de catégories, celles, je dirais, purement financières, celles qui permettent la bonne réalisation du projet et celles qui permettent de garantir dans le temps les intérêts publics, de faire la ville ensemble. Alors la première catégorie, c'est en effet celle qui est de préserver les intérêts financiers de la personne publique. La première est-elle discutable? Un intéressement de la puissance publique sur l'augmentation des surfaces de plancher. En effet, si nous vendons 20 000 mètres carrés de bureaux, est-il anormal pour une collectivité locale, en effet, d'être intéressé si l'investisseur... Et à chaque fois, je crois que c'est important de prendre en compte le fait que ces clauses ont une durée dans le temps. Ce n'est pas des clauses ad vitam aeternam. Donc, en effet, pour un bilan d'aménageur, s'il y a 2000 ou 3000 mètres carrés supplémentaires pendant ces 10 ans, est-il choquant, je ne le crois pas, que ces 2 à 3 000 carrés supplémentaires ne soient pas gratuits, mais en effet payés au même prix que les 20 000 initiaux. Dans le même ordre d'idée, même si c'est une clause, je dirais, et Maître Chevreux l'a dit, je suis un praticien, donc c'est bien que je manie moins pour l'instant en tant qu'aménageur, mais qui est importante pour Paris, c'est le même démarche en cas, je dirais, de cession de commercialité. Là aussi, il y a une volonté de la collectivité de garder un équilibre entre habitation et bureau, et donc il y a un intéressement qui donne lieu à négociation, puisque le pourcentage donne lieu à j'imagine, de fermes négociations. Je suis un peu triste, parce que celle-là, je ne l'ai pas pratiquée encore, mais j'imagine que ça doit être assez sympathique. Donc ça, c'est, je dirais, la première catégorie, c'est de préserver les intérêts financiers purement et simplement de la personne publique. La deuxième catégorie, et là, comme je l'ai dit, c'est tout de même notre objectif. Je rappelle que l'aménageur a un traité de concession. Il y a une collectivité locale qui délibère, qui prend des engagements. Et nous avons l'obligation d'exécuter le traité de concession dans une durée. Alors, la première obligation, là aussi, c'est simplement de réaliser le projet dans le délai donné. Voilà. On contracte, il y a un programme,
et il faut le réaliser dans un délai donné. Alors ça donne lieu à des discussions, ça, 28 mois encore hier soir, un petit mois de plus, 30 mois, allons-y. Donc ça, c'est ça aussi qui montre que c'est très très librement négocié. Alors pourquoi ces clauses de délai ? C'est que comme on le dit souvent, on est dans une zone, enfin on est dans une opération d'aménagement complexe, multi-chantier, et qu'en effet, il y a à la fois l'aspect financier, mais pour nous, un traité de concession avec une date, et un autre point, c'est d'arriver à conjuguer l'ensemble des chantiers. Donc ces délais, il y a un aspect très opérationnel, je pense, pour l'aménageur. Quatrième clause, l'insertion sociale en phase chantier. À quoi ça répond ? C'est un exemple absolu de politique publique, je le reconnais, c'est intéressant, qui dépasse la vente de charges foncières. On pourrait dire, mais de quoi vous mêlez-vous ? Puisque votre rôle, c'est d'abord d'aménager la ville, de construire la ville. Mais aujourd'hui, la puissance publique, c'est d'aller au-delà dans une ville, c'est de prendre en compte toutes les facettes de ce qui fait la ville. Et un de ces éléments, c'est en effet en termes de politique de l'emploi, de favoriser l'insertion, là aussi dans des clauses qui donnent lieu à de fermes négociations sur les pourcentages, sur quelle est l'assiette de travaux qu'il faut retenir. Mais le but aujourd'hui, c'est de favoriser à travers ces chantiers l'insertion de personnes qui sont loin de l'emploi. Cinquième clause. Là, on va passer vite. La COP 21, tout le monde est d'accord ? Bon, voilà. Donc, un engagement environnemental, là aussi déterminant, qui va se retrouver encore plus, je crois, dans le prochain PLU, c'est le plan climat de la ville. Si nous ne mettons pas ça en œuvre concrètement, avec des clauses, en effet, je sais qu'il donne lieu à chaque fois à discussion, il y a séquestre, évaluation au bout d'un an, je dirais. C'est ça qui, je crois, assoit une politique publique, d'être sûr qu'elle va être réalisée, qu'on peut la mesurer, qu'on peut l'évaluer. Donc là aussi, une clause qui est très importante. Oui, c'est pas simplement de vendre des charges foncières, c'est de construire la ville de futur, c'est d'être, je dirais, des acteurs quotidiens de la COP 21. Troisième catégorie, les intérêts publics dans le temps. Parce que c'est vrai que je pense que ça s'est fait peu à peu, et Michel l'a dit, construire la ville, c'est long. Un traité de concession, une opération, vous le savez tous, c'est 10 ans, 12 ans. Donc, on n'est pas là pour faire, comment on dirait, un coup. On n'est pas là pour faire une transaction uniquement en espérant, je dirais, faire une plus-value, de faire le meilleur, l'opération financière. Non, c'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est le long terme. C'est vraiment de garantir l'équilibre dans la ville. Donc, les deux premières, dont une dite la clause antispéculative, qui n'a pas encore été mise en place. Donc les deux premières, c'est quoi ? C'est simplement une politique du logement. C'est une politique du logement. C'est de maintenir et de faciliter deux choses, l'accès au logement intermédiaire et l'accès au logement libre. Et sur une durée, le logement intermédiaire, là aussi, c'est la contrepartie, bien évidemment, d'une charge foncière plus faible. On ne peut pas imaginer qu'au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, les logements intermédiaires n'existent plus, ont changé. Ça s'inscrit dans un cadre qui est le traité de concession, dans les engagements qu'ont pris la ville. Si je prends Clichy-Batignolles, on a un devoir de mixité sociale avec des pourcentages, 50% de logements sociaux et ensuite 20% de logements intermédiaires et 30% de logements libres. Ça, ce n'est pas pour les 3 ans, ce n'est pas pour les 5 ans, c'est pour la durée. Donc c'est pour les 10 ans ou les 20 ans, avec en effet des clauses de pénalité, si les investisseurs décident de sortir. 7e clause, la clause dite anti-spéculative. D'abord, je ne vois pas finalement où est trop de débat, parce que moi je me souviens d'une réunion à l'hôtel de ville où tout le monde a signé une charte anti-spéculative. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation, de travail avec les professionnels. Je sais pas, je me souviens vraiment d'un nombre tout à fait impressionnant. J'étais là, j'ai signé aussi, je précise. Donc quel est le but de cette clause ? Je reconnais, je le sais très bien, ça m'a souvent été dit, le marché du libre à Paris, ce n'est pas un marché très important en nombre de transactions. Je crois que le but, il y a un aspect très fort quand on parle avec beaucoup dans les réunions de concertation avec les gens, il y a l'aspect symbolique
que Paris est très cher et qui revient toujours. C'est une des premières questions que les personnes posent. À quel prix vous vendez et avec une assimilation finalement, c'est la ville de Paris qui est responsable, c'est l'aménageur qui est responsable. Donc cette clause, évidemment pour nous, ça va être, on va le découvrir, hein, c'est un changement important de paradigme, de négociation. Je vais perdre avec un peu de tristesse toutes les heures passées sur les analyses de bilan, les entre guillemets, discussions. Le marché de l'immobilier n'est plus le même, le prix de la construction n'était pas tout à fait celui que j'avais imaginé à l'offre. Donc en effet, il va y avoir une inversion avec pour nous comment fixer exactement cette charge foncière au départ. Et point important, face évidemment à cet effort qui va être fait, éviter tout effet d'aubaine sur une durée de 5 ans et que donc la personne qui revendrait, qui ferait une plus-value pendant les 5 premières années, cette plus-value, eh ben, elle revient à l'aménageur et la ville de Paris qui a fait l'effort. Alors les deux dernières clauses sont très liées à l'appel à projets innovants, très intéressant et qui ouvrent aussi une piste, je pense, sur ces clauses. C'est l'idée de partenariat, l'idée d'évolution. Parce qu'en effet, qu'est-ce qui est derrière ces clauses qu'on va tous mettre en place? D'abord, le maintien, l'idée, c'est qu'il y a une programmation très innovante, il y a eu un effort de la collectivité locale, il y a une démarche partenariale et on veut s'assurer que cette programmation, elle va être respectée pendant une durée de 15 ans. C'est-à-dire que la ferme urbaine qui est là-haut, là, sur les toits, elle ne se transforme pas en, je ne sais pas, vous avez plein d'imagination, donc vous pouvez imaginer qu'on peut transformer. Donc ça, non. On a répondu sur une ferme urbaine, il faut que cette ferme urbaine reste là. Donc il y a un maintien de la programmation, c'est comme ça que l'accord a été fait. Et ensuite, un protocole qui est joint à l'offre, qui va être en 2 étapes. Un protocole pour s'assurer que ce qui va être réalisé est bien ce qui a été à l'offre. Et de façon très intéressante, pendant 10 ans, d'avoir un rendez-vous annuel pour voir comment les choses évoluent. Je pense qu'il n'y a pas simplement le respect de l'engagement, mais il y a aussi de tirer les leçons ensemble de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Donc voilà, et j'en ai fini, l'intérêt de ces clauses. Je crois aussi que c'est des clauses qui évoluent, qui s'adaptent aux politiques publiques. Et j'ouvre des perspectives. On peut parfaitement imaginer que d'ici quelques années, la COP21 ayant trouvé un accord, les clauses environnementales sont tellement évidentes que je dirais peut-être que cette clause, dans les 5-10 ans, il n'y aura même plus besoin d'en parler. Merci beaucoup, monsieur Danon. Et merci beaucoup de nous avoir présenté un cas spécifique, hein, qui est le cas de Réinventer Paris, que je pense beaucoup d'entre vous, ou même la quasi-totalité d'entre vous, connaissent, hein, donc qui, compte tenu de sa spécificité, a vraiment utilisé le contrat comme outil de cette grande consultation internationale. Mais beaucoup d'autres opérateurs utilisent ce type de clause. L'État est dans la salle, il est amené à utiliser des clauses de ce type, de nature un peu différente parce que les objectifs ne sont pas les mêmes, mais il y a aussi d'autres aménageurs, d'autres collectivités territoriales. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Et je pense que Patrick Larchevêque va maintenant intervenir pour nous expliquer celle qu'il a été amené à rencontrer, d'ailleurs hors Paris aussi, et les impacts que ça a pour un investisseur. Bonjour mesdames, messieurs. Tout d'abord, je ne vais pas vous procéder à la présentation de Juridim parce que je laisse notre président, qui fait ça avec beaucoup de joie, le faire lors de la table ronde suivante. Mais effectivement, en préalable, je le souhaitais quand même souligner, et je m'en suis déjà excusé auprès de monsieur Danon, mais que les clauses qui sont, on va dire, restrictives principalement de droit de propriété ou des atteintes au droit de propriété ne sont pas l'apanage de la ville de Paris, même si celles de la ville de Paris sont généralement les plus sophistiquées, je dirais. Déjà, on a un premier constat, peut-être moins à Paris que peut-être qu'ailleurs, c'est que ce type de clauses, on peut difficilement les négocier, elles nous sont généralement imposées. Cela étant, je reprendrai la présentation en 3 parties de M. Danon.
Mais j'intitulerai les choses différemment. Pour moi, il y a 3 types de clauses. Celles qui ont un impact financier mesurable à la signature de l'acte de vente du terrain. Et à la rigueur, ces clauses, principalement celles de l'intéressement, et on se rejoint, on peut en faire notre affaire. Celles que je qualifierais de nature interventionniste en cours de chantier ou dans le processus de construction, qui nous imposent un certain nombre de contraintes de remise de documents ou de visa sur certains documents qui sont de l'acte de construire. Et celles finalement qui sont peut-être les plus importantes, qui portent atteinte, comme je l'ai dit, aux droits de propriété et dont l'impact n'est pas forcément mesurable le jour de la signature de l'acte de vente. Pour reprendre les premières, celles dont les impacts sont mesurables, au moment où vendeur et acquéreur sont d'accord sur un prix et signent un acte de vente, et évidemment la première. Mais à la rigueur, ça n'est même pas une disposition, on va dire, propre à des contrats qui seraient passés entre une personne publique ou parapublique et une personne morale, et une personne privée, pardon, parce qu'on se trouve ce type de clause assez fréquemment dans des contrats de droit privé entre un propriétaire de terrain et un acquéreur. La clause dite d'intéressement, qui a son sens et qui, à partir du moment où elle est maîtrisée par l'acquéreur, est tout à fait recevable dans la mesure où si on a un prix qui est proportionnel au prix au mètre carré d'acquisition, et si on est dans le marché, parce qu'encore une fois, derrière, il y a un marché, eh bien, elle est tout à fait acceptable. Le marché doit absorber le prix, et quand je parle de marché à l'acquisition et à la location, puisque Foncière des Régions se positionne principalement comme un investisseur, voire comme un développeur lorsqu'il est en contact direct avec les aménageurs. Et donc, le prix, en tout état de cause, doit correspondre au marché. Si le marché n'absorbe pas les mètres carrés supplémentaires, encore une fois, si c'est maîtrisé par l'acquéreur, ça ne pose pas de problème. Mais s'il n'absorbe pas les mètres carrés supplémentaires, à ce moment-là, ce type de clause pourrait poser problème si, d'aventure, elle était imposée par le vendeur. Il y a aussi, j'en ai relevé, j'ai fait un certain nombre de cahiers des charges et de ventes de terrain sur une dizaine de métropoles régionales, y compris et la ville de Paris, et j'ai identifié entre 15 et 20 types de clauses, on va dire, de ce type. Dans celles qui ont un impact mesurable, j'ai relevé aussi l'obligation de respecter les prescriptions de l'urbanisme, de l'architecte, respecter la qualité environnementale et architecturale voulue par la ville. Tout ça, toutes ces clauses, à partir du moment où elles sont intégrées dans le bilan, au moment où on signe l'acte de vente, je dirais, ne posent en soi pas véritablement de problème. L'aléa, à mon sens, maintenant dans la salle, vraisemblablement, peut-être des personnes auront des positions différentes, mais en tout cas, elles sont absorbables en tant que telles, dans la mesure où l'aléa est gommé et que tout ça est rentré dans le bilan de l'opération. Il y a des clauses, par contre, dont on n'a pas parlé, mais qui imposent un coût de gestion à l'immeuble une fois qu'il est achevé, qui peut se trouver important et dont il faut aussi mesurer l'étendue au moment de la signature, ce qui n'est pas forcément évident. Mais, encore une fois, généralement, on arrive à vivre avec. Le deuxième type de clause, qui est celle que j'ai qualifiée d'interventionniste, en vérité, les collectivités imposent parfois pour s'assurer que le programme qui a été défini au moment des actes de vente soit bien respecté par l'acquéreur ou les acquéreurs, nous impose un certain nombre de contraintes comme viser le panneau de chantier, comme viser le dossier de permis de construire, mais généralement il est annexé à l'acte de vente, donc on n'a pas vraiment de sujet là-dessus, ou la communication du DCE. J'ai trouvé dans un cahier des charges l'obligation de communiquer le DCE, dont on ne sait pas très bien finalement quelle sera la conséquence si il n'est pas communiqué ou si il est différent de ce que, ou l'appréciation de la collectivité est différente de celle du professionnel de la construction.
Les clauses d'insertion sociale, oui. À Paris, on a un bassin d'emploi qui est relativement large. En province, ce type de clause, et il y en a, est beaucoup plus problématique, puisqu'on ne trouve pas le spécialiste, on ne trouve pas forcément le spécialiste. En plus, le bassin d'emploi, encore faut-il en définir l'étendue géographique. Si on est sur Paris dans sa totalité, on n'a pas vraiment de sujet. Si on est dans le 12e arrondissement, ça peut poser problème. Et puis, les clauses environnementales et la performance énergétique. Je voulais m'arrêter 2 secondes sur ce sujet. Les clauses environnementales, s'il s'agit d'obtenir un label BREEAM, HQE ou autre construction, ça on sait faire. On sait écrire, on sait retranscrire dans les contrats qu'on passe avec les entreprises l'obligation d'aller jusqu'au bout de cette démarche BREEAM ou HQE. Et on sait avoir les bureaux d'études qui nous suivent et qui nous aident pour pouvoir obtenir. Et on peut souscrire une obligation de résultat. Le problème est beaucoup plus problématique en matière de performance énergétique. Aujourd'hui, à part quelques entreprises, on a très peu d'entreprises générales qui sont susceptibles de prendre des engagements garantis de maintien de performance énergétique, surtout évidemment en période d'exploitation, dont les paramètres dépendent excessivement, d'une manière très forte, de l'utilisation qui en sera faite par l'exploitant final. Autrement dit, ça suppose une chaîne qui part de l'investisseur, de l'entreprise, de son assureur, parce que les assureurs ne sont pas derrière non plus aujourd'hui, et de l'exploitant et du salarié. Autrement dit, il y a l'obligation de mettre en place un dialogue social pour pouvoir prendre des engagements en termes d'exploitation sur la performance énergétique d'un immeuble. Donc un certain nombre de contraintes qui ne dépendent pas que du seul investisseur. Le 3e type de clause, c'est celle dont finalement l'impact financier, encore une fois, n'est pas mesurable au moment de la signature parce que ce sont des clauses qui vont avoir des effets dans le temps, à 3 ans, à 10 ans, à 15 ans, en fonction de la nature de ces clauses. La clause antispéculative, alors je l'ai trouvée ailleurs qu'à Paris. Je l'ai trouvée à Nantes, par exemple. Bon. À Paris, elle peut se comprendre. À Nantes, je ne connais pas bien le marché nantais, donc j'en dirai pas plus que ça. En plus, ces clauses antispéculatives, comme vous l'avez dit, sont tout à fait neuves, sont récentes, elles n'ont pas encore été éprouvées. Et nous, en tant qu'investisseurs, on regarde moins ce type de clause qui s'adresse plutôt à l'accédant final, qu'il soit propriétaire ou qu'il soit locataire, puisqu'il y a un volet aussi en matière de location de limitation du loyer à un certain plafond. L'autre clause qui nous pose question, c'est la nullité des actes de vente qui sont consentis en méconnaissance des interdictions, restrictions, obligations du cahier des charges. Donc là, on est sur des clauses très, très fortes, puisque on a des clauses générales qui nous disent si tu ne respectes pas le cahier des charges, je peux, moi, vendeur, résoudre la vente. Bon, on est sur une atteinte quand même, encore une fois, forte au droit de propriété, puisque la sanction est quand même relativement lourde, le non-respect du cahier des charges étant une obligation, elle, très générale. Dans le même ordre d'idée, on a les interdictions de vendre des terrains avant achèvement des travaux ou une obligation de construire dans un certain délai qui peuvent se heurter, alors on est sur du 3 ans, hein, généralement on est sur du 36 mois, qui peuvent se heurter effectivement à une évolution, même dans cette période de 3 ans, de la conjoncture qui fait que lorsqu'on a prévu un chantier qui est phasé, on a construit un premier immeuble et puis on a une réserve foncière pour pouvoir construire le suivant, puis la conjoncture est faite de telle manière où l'immeuble n'a pas rencontré son marché, le marché que tout le monde espérait, et qu'on se pose la question de savoir si on va continuer, puisqu'on n'a pas la rentabilité attendue au bout du compte. Donc se pose la question de cette obligation de construire, comment est-ce qu'elle est sanctionnée, est-ce que si je revends le terrain, est-ce que je peux revendre le terrain sans avoir construit à quelqu'un qui a une autre idée ou qui est meilleure que moi, ou qui a des coûts de construction qui sont inférieurs, ou qui a un accès au marché auquel je n'ai pas accès. En tout cas, ces clauses nous posent problème.
Et puis une clause que vous n'avez pas citée, qui est quand même pour nous essentielle, c'est l'interdiction de faire évoluer l'affectation des bâtiments et la destination. Alors là, on l'a retrouvé aussi, je l'ai retrouvé dans plusieurs grandes villes de province et à Paris. Et celle-là nous pose problème toujours pour l'évolution de la conjoncture économique. Si aujourd'hui je prends l'engagement d'affecter un immeuble à usage de bureau pour y développer telle activité ou pour avoir tel type de locataire et que demain, encore une fois, le marché n'est pas au rendez-vous, eh bien, je me retrouve coincé avec une clause et un immeuble qui potentiellement est vide et avec une impossibilité de faire évoluer ce sujet, enfin de faire évoluer mon immeuble. Une fois que j'ai résumé les clauses qui véritablement principales, qui nous posent beaucoup de questions, sur un point de vue plus juridique. Dans la mesure où on intervient en qualité de développeur, mais aussi d'investisseur, on retrouve ces clauses directement dans les actes de cession de terrain, mais on les retrouve aussi lorsqu'on est investisseur et qu'on se retrouve face à un promoteur qui nous vend à l'état futur l'immeuble. On les retrouve dans les conditions de la vente en état futur d'achèvement, pour parler d'un mode de cession d'immeuble. La question que je me posais, je me retournais vers les professeurs, c'est de savoir quelle est la validité de ces clauses au regard du futur droit des contrats lorsque j'ai un lien direct avec mon vendeur, mais quelle est la nature, encore plus, lorsque je suis de ces clauses, quand je suis dans un rapport de pur droit privé entre mon vendeur en l'état futur et mon acquéreur en l'état futur, voir quelle est la validité de ces clauses lorsque je suis obligé de les reproduire dans mon bail. Donc encore un troisième niveau par rapport à mon vendeur, un troisième niveau d'intervenant. Est-ce que ces clauses peuvent être discutées, remises en cause par le preneur, par l'acquéreur en l'état futur, etc., etc. Pour finir, j'ai 3 questions à poser à messieurs. Pas vous, monsieur Danon. J'en ai plus que 3. Moi, j'ai beaucoup de réactions. Ces clauses donc, sont-elles contestables en application des dispositions nouvelles de la réforme du droit des contrats, donc l'article 1169, le futur article 1169 ou 1170 selon les versions qu'on peut avoir. Les droits et obligations de l'acquéreur en exécution de ces dispositions sont-ils les mêmes lorsque l'acquéreur intervient directement, comme je viens de le dire, en qualité de développeur, ou indirectement? Et la reproduction de ces clauses dans le bail. Les clauses interdisant le changement de destination peuvent être mises en échec par le futur article 1196 sur l'imprévision. Le nouveau projet introduit la notion d'imprévision qui est connue des publicistes dans le droit commun des contrats, et de savoir si finalement on pourrait remettre plus particulièrement cette clause en discussion sous la lecture de cet article. Merci beaucoup, Patrick. Je pense que vous ne faites pas un cadeau à nos 2 professeurs pour répondre à toutes ces questions-là. Juste un point. C'est que, en fait, moi, ce que je considère sur ces clauses, dans les années, fin des années 60, début des années 70, le notariat a mis en place la volumétrie et a inventé ce type de contrat pour régir l'organisation des ensembles immobiliers complexes. Et on voit bien que les volumétries des années 70 et les volumétries d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à la pratique, grâce aux problématiques, on a vraiment fait évoluer les choses. Je pense que sur ces clauses, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on va dire qu'on a en gros une pratique de 10 ans sur ces clauses et qu'elles sont vraiment en cours d'amélioration, qu'elles sont de plus en plus travaillées et que de plus en plus les collectivités publiques ont conscience des difficultés des investisseurs et que de plus en plus, notamment sur ces clauses d'affectation ou de destination,
on voit bien qu'elles ne sont plus complètement des clauses couperet, où si vous ne la respectez pas, il y a une résolution de la vente, ou si vous avez une indemnité redoutable. De plus en plus, on voit qu'elles sont évolutives, qu'elles essayent de tenir compte de l'évolution du marché. Et donc, on va dire qu'on est vraiment aujourd'hui encore dans une construction. Et l'idée aussi de cette séance, c'est de faire en sorte qu'elle soit dans le respect du futur Code civil et de ce que va nous dire le professeur Leveneur. Voilà, merci. Donc, Maître Chevreau et Maître René m'ont demandé de vous présenter de façon générale cette réforme à venir du droit des contrats et des contrats. Elle porte aussi sur le droit des obligations, mais ici, ce sera seulement sur le droit des contrats, mais également d'évoquer l'incidence que cette réforme pourrait avoir sur les clauses qui ont été présentées par M. Danon et M. l'archevêque. Et si je comprends bien, M. Danon, lui, c'est l'article 1169 qui ne va pas lui plaire, et Monsieur l'archevêque, c'est l'article 1169 dont il va essayer de se prévaloir. Alors, on verra si les groupes de pression à l'œuvre peuvent faire évoluer les choses avant que le texte ne soit adopté, qui sera le plus puissant. Bon. Alors, pourquoi cette réforme? Je ne pense pas me tromper en vous disant qu'elle ne correspond pas à une demande de la pratique. Ça, c'est certain. Hein. Je ne pense que dans aucune étude de notaire, dans aucun cabinet d'avocat, on se dit tous les jours, au pourvu que ça vienne, on n'attend que ça, parce que vraiment, ce code civil, c'est insupportable. En réalité, entre nous, il ne faut pas le dire, parce que ce ne serait pas politiquement correct, ou juridiquement correct, pour mes collègues, le droit des contrats, tout le monde s'en accommode parfaitement. Hein. Bon. Alors, et puis on le connaît, quoi. Alors, pourquoi les universitaires ont une grande responsabilité? Ce projet de réforme est dû à un décalage qui existe réellement entre la lettre du Code civil et la réalité du droit positif sur certains points du droit des contrats. Et alors, c'est devenu criant dans les années 1970. On avait réformé de façon satisfaisante le droit familial. La réforme des régimes matrimoniaux, ça a été quelque chose d'impeccable. L'autorité parentale, les liquidations successorales, ça allait bien. Et on a commencé à se dire, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même œuvre de rénovation, simplement, au sujet du droit des contrats? Et en particulier, le doyen Gérard Cornu, très grand civiliste, avait utilisé l'expression, au cours des années 70, de faux témoin. À certains égards, le livre 3, titre 3 du Code civil est devenu un faux témoin de la réalité du droit positif. Pour les praticiens, ce n'est pas gênant, ils connaissent la réalité du droit. Mais quand on ouvre un code civil et qu'on ne connaît pas bien la matière en question, on peut être trompé par la lettre de certains articles. L'article 1110, qui sur l'erreur, qui est une approche extrêmement restrictive, qui ne correspond plus à ce que décide la jurisprudence. L'article 1121 sur la stipulation pour autrui, mais depuis plus de 150 ans maintenant, la jurisprudence a une position tout à fait différente. Donc l'idée, c'était de se dire, au fond, il faudrait intégrer dans le Code civil les acquis de la jurisprudence, et que la pratique connaît. Et l'impulsion a été donnée, au fond, au tournant du XXIe siècle, à l'occasion de ces projets européens qui commençaient à arriver, de réforme d'harmonisation du droit des contrats, ou peut-être même d'un code civil européen, qui ont beaucoup inquiété en Angleterre, en France. On s'est dit, en tout cas ici, si ces projets prennent corps et que nous avons un code civil un peu dépassé par rapport à l'état du droit réel, on aura du mal à faire entendre notre position. Donc ce serait aussi malin de procéder à une rénovation, comme les Allemands l'ont fait, et comme les Hollandais l'ont fait à la fin des années 1990. D'où, et spécialement lorsque le président de la République, M. Chirac,
en 2004, au moment du bicentenaire du Code civil, avait dit qu'il fallait le faire, mais pour intégrer dans le Code civil les acquis de la jurisprudence en matière de contrat, eh bien, c'est ici qu'une commission essentiellement composée d'universitaires et dirigée par Pierre Catala, a proposé un avant-projet de réforme, mais qui était un avant-projet, on a pu le dire, d'ajustement simplement, c'est tout, avec une grande fidélité à la tradition civiliste dans cette matière. Alors par la suite, c'est toujours des universitaires, M. Terret a lancé un groupe de travail pour contribuer à l'entreprise, et bien là, ça n'a plus été une idée de fidélité à la tradition, mais à certains égards de rupture, puisque c'est ici qu'en particulier a été suggéré l'abandon de la notion de cause et puis d'autres modifications. Alors certains ont pu dire que le projet Terret, c'était plus un projet d'ajustement, mais un projet d'alignement sur des perspectives qui peuvent exister ailleurs en Europe, notamment du principe européen du droit des contrats, mais qui sont purement doctrinaux. Bon, alors la chancellerie, elle, avait réfléchi, elle a pris dans un projet, dans l'autre, et puis finalement, voilà que, alors qu'on n'attendait plus grand-chose finalement, c'est subitement, voilà qu'on va procéder par voie d'ordonnance, ce que le Parlement n'a pas beaucoup apprécié d'ailleurs, en tout cas le Sénat, et c'est un projet qui, bien sûr, pour l'essentiel, ne fait qu'intégrer dans le Code des solutions qu'on connaît bien, et au fond, pour l'essentiel, ça ne va en fait rien changer, mais sur certains points, il y a des vraies modifications. Alors ça, des vraies. Parce qu'on a oublié la mise en garde du plus grand, Portalis. Il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s'il est possible dans une institution nouvelle de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l'est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir. Qu'il faut laisser le bien si on est en doute du mieux. Qu'en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction elle-même. Mais ça, cette leçon-là, on l'a complètement oubliée. On est capable aujourd'hui, en 2014, de voter une loi et de la redéfaire un peu quelques mois plus tard et de rechanger. Donc, alors, dans le projet, des innovations, on verra bien, les praticiens verront bien les conséquences, on verra bien. On ne se soucie pas trop de ça, finalement. Et puis, de toute façon, on légifère pour combien de temps? On ne légifère pas pour un siècle, on légifère pour quelques années. Bon, si ça ne va pas, on changera. Bon, alors, à noter cependant dans le projet une modification qui, je pense, ne contrariera pas la pratique. C'est peut-être le seul point sur lequel vous attendiez quelque chose, c'est le renversement de la jurisprudence sur la rétractation du promettant dans la promesse unilatérale de vente. C'était d'ailleurs pas une solution du Code civil. Hein. Bon, mais là, il serait inscrit dans le Code civil l'inverse de ce que décide la Cour de cassation. Et là, sur ce point, je crois que c'est très précis, ça ne pose pas de difficulté. Mais d'autres innovations suscitent la controverse. La suppression de la cause et de l'objet. Vous savez, nous avons 4 conditions essentielles à la validité des contrats. C'est la fameuse quadrilogie, remplacée à l'avenir par une trilogie, consentement, capacité, et puis contenu du contrat. Le contenu du contrat comme condition de validité, qu'est-ce que c'est exactement? Et on nous explique qu'en fait, pour la cause, on enlève le mot, mais on essaye de garder les fonctions par d'autres concepts. Et c'est là que certains rétorquent, mais si vous voulez garder les fonctions, peut-être que le plus simple, c'est de garder le mot aussi. Hein. Curieusement, c'est conserver la notion de cause qui est le plus sûr juridiquement, et la sécurité, c'est en changeant. Bon, alors, il y a cet aspect-là des choses. Également, sur le devoir d'information précontractuelle, hein, qui est envisagé avec une place, là, on commence à se demander si... Enfin, certains se demandent si les marchands de biens pourront encore avoir une activité avec cet article 1129, parce que s'il faut indiquer déjà le prix que l'on envisage, auquel on envisage de revendre le bien qu'on achète, comme c'est l'activité du marchand de biens, qu'il faut indiquer au premier vendeur qu'on va revendre plus cher après, il va peut-être pas être content. Et ça peut poser un problème. Hein. Et puis, il y a l'élargissement de la violence. L'élargissement de la violence à l'abus de l'état de nécessité ou de dépendance, sans critère objectif de l'abus, ça je crois que ça peut soulever une difficulté, mais ce n'est pas pour vous spécialement, parce que pas en matière de vente par les personnes publiques.
surtout, ce que nous avons, c'est la généralisation du contrôle des clauses abusives par le juge dans tous les contrats, et avec l'article 1169 projeté, qui est affiché à l'écran. Et ce texte suscite, disons, une très vive contestation de la part de très nombreux auteurs. D'ailleurs, ça n'était ni dans le projet Catalan, ni dans le projet Terret. C'est venu tout simplement de la chancellerie, de quelques magistrats, ou des gens du cabinet, on ne sait pas trop. D'ailleurs, je vous indique qu'un professeur anglais de l'université d'Oxford, qui était invité il y a quelques mois à donner son regard sur le projet de réforme envisagé, eh bien, il disait que pour lui, c'était le texte décisif parce qu'il introduisait une insécurité juridique dans toute la matière contractuelle et qu'à chaque fois qu'on se posait des questions sur tel ou tel article, on se demandait si au fond on ne pourrait pas adopter une clause contraire. Oui, mais est-ce que la clause contraire ne tomberait pas sous le coup de l'article 1169 et la possibilité pour le juge de la supprimer. Et voilà. Donc, pour lui, mais au fond, je sentais un peu que c'était le tapis rouge pour venir en Angleterre. Hein, c'est ce qui s'est produit en Allemagne. Avec une législation sur le contrôle des conditions générales d'affaires. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Que les personnes qui ont la possibilité de faire échapper leur contrat au droit allemand et pour aller vers le droit suisse ou le droit anglais, eh bien, elles le font. Donc, ce type de disposition peut paraître comme l'antithèse de la sécurité juridique et comme, au fond, un repoussoir plutôt qu'un élément d'attractivité du droit français, ainsi qu'on veut promouvoir cette réforme. D'ailleurs, l'article 8 de la loi du 16 février 1995, dit qu'il faut réformer par voie d'ordonnance et donc habiliter le gouvernement à le faire afin de garantir la sécurité juridique. Et on peut se demander si cet article-là, lui, dans le projet, il n'est pas contraire précisément à cet article 8. Et toute la difficulté tient à une question de domaine, hein, parce que qu'on instaure une protection contre les clauses abusives au profit d'une personne qui en a vraiment besoin, parce qu'on caractérise un besoin de protection, c'est le consommateur face au professionnel, soit c'est le locataire dans un logement face au bailleur. Ça peut se défendre. On a d'ailleurs tellement protégé le locataire maintenant qu'on a découragé les bailleurs. On est parfois obligé, du moins les bailleurs personnes physiques, on est parfois obligé de les menacer de sanctions financières s'ils ne veulent plus louer. Bon, mais enfin, ça peut se défendre. Là, de façon tout à fait extraordinaire, c'est dans tout contrat et quel que soit le co-contractant, c'est l'un ou l'autre, on ne sait pas, pourrait bénéficier du système. Alors, il y a là, je crois, un très grand paradoxe, parce que l'instauration de cette protection générale surviendrait à un moment où on proclamerait en même temps la liberté contractuelle, puisque le projet d'ordonnance envisage d'écrire dans la loi, dans le code, la liberté contractuelle qui aujourd'hui existe, d'ailleurs même avec une valeur constitutionnelle, mais sans être formulée de façon expresse. Donc on la proclame, mais en même temps, on lui porte atteinte, mais c'est peut-être parce qu'on lui porte atteinte qu'on éprouve le besoin de la proclamer. Bon, peut-être qu'il ferait mieux de ne pas la proclamer et de ne pas lui porter atteinte, mais bon, je ne sais pas, je vous laisse juger. Alors, je crois que ce texte fait planer une menace sur de nombreux contrats, avec cette notion floue qui est celle du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça laisse évidemment un large pouvoir d'appréciation aux juges, bien sûr. Or, je crois savoir que pour le monde des affaires, la judiciarisation du contrat n'est en général pas très bien vue. C'est plutôt l'horreur. On préfère faire ses affaires tout seul et puis respecter le contrat. Et voilà. Mais, eh bien, non, là, peut-être que le juge n'a rien à faire. C'est possible. D'ailleurs, vous avez pu remarquer qu'une ordonnance du 16 octobre 2014 a supprimé le contrôle judiciaire dans l'administration légale, autrefois sous contrôle judiciaire. On ne s'occupe plus des personnes, mais de la protection des personnes faibles, mais du moins, on s'occupe des contrats. Tiens, pourquoi? C'est étrange. Alors, un autre article est étonnant, c'est l'article 1196. Enfin, étonnant, là, il pose peut-être moins de difficultés encore que monsieur l'archevêque
peut-être espéra-t-il en tirer beaucoup. Il me semble que l'article 1196 qui envisage l'introduction de la révision pour imprévision dans le Code civil, mais qu'il l'envisage au fond avec un processus de renégociation. Et puis, vous voyez, au début, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque. Ah, ça veut dire qu'au départ, on aurait peut-être pu dire dans le contrat, et on peut, il faudra y réfléchir, que si on veut qu'il soit intangible, et que chaque partie accepte de courir le risque de l'évolution des circonstances, et qu'on n'y retouchera pas. Ça, et on peut le négocier. Ah, sauf à dire que l'article 1169, bon. Et on retombe, voilà, toujours sur celui-là. Bon, il est vrai que quand on enseigne le droit des obligations, on évoque une fameuse divergence entre la jurisprudence civile, qui tient toujours, c'est le grand arrêt Canal de Craponne de 1876, et puis, à l'inverse, le grand arrêt du Conseil d'État de 1916, Gaz de Bordeaux, mais ce sont des grands arrêts comme ça, et qu'est-ce qu'on vient de dire quand on regarde la réalité des contrats, d'après ce que j'ai cru comprendre à la lecture d'une thèse qui comparait le contrat administratif et le contrat de droit privé, c'est qu'en fait la possibilité de révision administrative par le juge est rarement mise en œuvre, très rarement, parce qu'il y a toujours des clauses qui organisent les choses. Et donc ici, peut-être que de cette façon, et comme on peut avoir les mêmes clauses d'ailleurs actuellement en droit privé, hein, donc au fond, on arrangera... Il faudra prendre en compte cet aspect des choses, mais dès la conclusion du contrat, et je ne pense pas que ce soit le plus inquiétant dans la réforme, en tout cas pour vos contrats à vous. Et puis, il y a un autre texte qui est donc en bas de cette diapositive, c'est l'article 1221, qui suscite, lui, une certaine émotion aussi, mais là, on n'était pas d'accord avec le professeur anglais. Vous voyez, c'est le droit à l'exécution en nature. Le créancier d'une obligation peut, après mise en œuvre, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible, évidemment, ou si son coût est manifestement déraisonnable. Et alors, on réfléchit sur des exemples. Alors, en Angleterre, ils ont une histoire de piscine, mais nous, on peut avoir, par exemple, une histoire de VFA. On s'est engagé à construire avec une hauteur au rez-de-chaussée du pavillon, une hauteur de 3 mètres, et puis le constructeur n'a construit qu'à 2,70 mètres. Est-ce qu'il s'est trompé, ou est-ce que c'était pour faire des économies? On ne sait pas trop. En tout cas, maintenant, la maison est construite. Elle est construite. Et on demande l'exécution nature. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut détruire, puis vous reconstruisez. Hein, voilà, c'est ça. Ah non, ça coûte trop cher. Ah oui, ça coûte cher. Hein. Ça coûte. Oui, mais c'est la solution qu'on obtiendrait aujourd'hui en droit privé. Hein. Ah oui, c'est sûr. Hein. Demain, hop, non, c'est trop cher. Alors voilà, dans une vente par une personne publique, qu'un acquéreur s'est engagé à réaliser tel aménagement, puis il s'est trompé, c'est pas exactement ça, la construction qu'il a édifiée ne convient pas pour l'usage qu'on avait prévu, mais on rendait compte, maintenant il faudrait démolir, oh là là, ça va coûter cher. Ah, ça, c'est tout à fait étrange, parce que si on met le doigt dans cet engrenage, c'est tout le contrat qui devient faible. Et à nouveau, il y a le paradoxe que l'on proclamerait, elle est proclamée aujourd'hui à l'article 1134 alinéa 1er, mais on continuerait de proclamer la force obligatoire du contrat, et en même temps, on permettrait à un contractant de se délier de cette force, tout simplement en faisant autre chose et en venant dire après, oui, mais ça coûte trop cher. C'est l'électricien, on lui a demandé de mettre les interrupteurs à droite en entrant, il les a mis à gauche. Ah oui, vous vous rendez compte, ça va me coûter trop cher s'il faut que je redéplace. Oui, mais ça passe comme ça tous les jours, hein, je crois, dans la vie, la vraie vie. Bon, il s'est trompé, mais il recommence. Bon, alors, vous m'avez demandé, ça c'était une présentation générale, j'espère que ce n'est pas trop long. Hein, voilà. Maintenant, je vais répondre aux questions précises des clauses, parce que vous m'avez communiqué certaines clauses, je dois dire, je les ai regardées avec un certain effroi pour certaines. D'abord une précision, l'article 1169, peut-être qu'on peut remettre la diapositive qui le contient. Oui, voilà. Ce texte, ce n'est qu'un projet. Hein. Peut-être va-t-il évoluer et être limité au contrat d'adhésion. Alors,
vous diriez à ce moment-là volontiers, mais on va sortir du champ de cet article parce que les contrats que l'on conclut entre une personne publique et une personne, et puis un acquéreur, ne seraient pas des contrats d'adhésion. Oui, alors là, on revient encore à la diapositive précédente, c'est que le projet envisage de donner une définition du contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion est celui dont les stipulations essentielles, soustraites à la libre discussion, ont été déterminées par l'une des parties. Ah bah alors voilà, il ne s'agit pas seulement du contrat qui a été imprimé sur une feuille en recto verso, et puis hop, le locataire de la voiture signe, et puis voilà, d'accord, il a adhéré. Il n'a rien changé, on ne pouvait rien changer. Ah, mais là, le contrat peut être un peu sur mesure, mais ça dépendra de ces clauses. Est-ce que ces clauses sont négociables véritablement, ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Si elles ne le sont pas, ben, j'ai l'impression qu'elles sont soustraites à la libre discussion des parties. Et on tomberait peut-être dans la qualification. Alors j'ai entendu avec intérêt M. Jean-François Danon dire que ces clauses ont fait l'objet de réunions à la ville de Paris avec tous les opérateurs, tous les professionnels. Oui, mais c'est un peu à l'avance, c'est abstrait. Non, mais dans ce contrat-là, est-ce qu'on pouvait négocier? Est-ce qu'on pouvait négocier la clause ou pas? Vous voyez, bon, alors, si certains veulent échapper à l'article 169, il faut encore œuvrer dans le temps qui reste pour limiter le champ, limiter le champ à la protection des consommateurs ou à la protection du partenaire commercial envisagé à l'article L442-6-1 du Code de commerce. Hop, un renvoi vers ces textes-là, ça peut être pas mal. Bon. Alors, maintenant, à supposer que ce texte joue parce qu'il resterait en l'état ou parce que nous aurions quand même la qualification de contrat d'adhésion sur certaines clauses qui ne seraient pas négociables. Est-ce que nécessairement elles seraient condamnées? C'est comme ça que j'ai envisagé. J'essaye de répondre. Alors, si vous me permettez, je vais répondre avec une expérience. C'est que la définition qui est donnée ici, c'est la clause qui entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Or, on la connaît, cette définition, elle se trouve dans le Code de la consommation, à l'article L132-1. Et ça fait donc maintenant 37 ans que la lutte contre les clauses abusives est organisée. Personnellement, j'y ai participé pendant 18 ans en qualité de professeur compétent en matière contractuelle, comme membre de la commission des clauses abusives. Et donc, ce qu'on faisait, et ce qu'elle fait toujours, c'est d'examiner des contrats et regarder et réfléchir. Et cette expérience, je vais vous en donner juste une conclusion, me conduit de temps en temps à enseigner aux étudiants, par exemple en matière d'assurance, c'est un secteur dans lequel j'enseigne, comment rédiger un contrat d'assurance sans clause abusive. Voilà, comment on fait. Bon, voilà. Alors, il y a quelques écueils à éviter. Et le b.a.-ba, parce que l'archétype de la clause abusive, c'est celle qui donne un pouvoir unilatéral à une partie, au professionnel face au consommateur. Ça c'est l'archétype de la clause abusive. Un pouvoir unilatéral. Et puis, il y a aussi la clause qui engendre un défaut de symétrie. Vous prévoyez une clause pénale à la charge du consommateur s'il n'exécute pas ses obligations, mais vous ne la prévoyez pas à la charge du professionnel. Ah ben ça, vous pouvez être sûr qu'elle est abusive. Vous prévoyez une clause résolutoire dans un cas, mais pas dans l'autre, c'est abusif. Au sens de l'article L132.1 du Code de la consommation. Et puis il y a un autre enseignement qu'on tire aujourd'hui, mais qui est sévère, et si bien que je crois que ça va conduire, si le texte est adopté, mais il faudra réfléchir fortement pour essayer de montrer pourquoi on ne peut pas tout transposer du secteur de la protection des consommateurs à des contrats entre professionnels. Il y a aussi un autre enseignement, c'est qu'aujourd'hui, une clause qui déroge à une règle supplétive, qui supprime un droit supplétif du consommateur, elle est abusive. On va dire qu'elle entraîne un déséquilibre significatif. Alors ça veut dire que dans les relations entre professionnels et consommateurs, presque tout le droit devient impératif au profit du consommateur. Alors oui, la liberté contractuelle, il ne reste pas grand-chose. Je n'ose pas penser que entre professionnels, tout deviendrait impératif. C'est pas possible. Bon, enfin, moi je pense qu'il faut surtout œuvrer pour que le texte ne passe pas comme ça. Mais enfin,
Alors, justement, dans les clauses que vous m'avez proposées de regarder, avant les 3 catégories qu'adressait M. Danon, il y en a 2 que j'ai trouvées, mais alors tout de suite, je me suis dit, tiens, celle-là, on est bon. Hein. Vous avez celle qui prévoit l'exécution forcée, mais seulement contre l'acquéreur. Ah, c'est bien dit. Hein. Mais alors le vendeur public, là, lui, non. Pourquoi? Mais bon, alors là, j'ai trop peu de connaissances en droit public. Mais il me semblait quand même qu'il y avait peut-être une astreinte administrative, quelque chose comme ça existe, ou que la règle ouvrage public mal planté, tout ça, c'est dépassé, ça, c'est fini, ça. Donc, bon, mais prévoir l'exécution forcée contre l'un, mais surtout pas contre l'autre, alors ça me paraît, vous voyez, c'est le déséquilibre significatif. Ah oui, c'est significatif, là. Bon, de même, il y en a une autre, c'est la clause résolutoire de plein droit. Si l'acquéreur ne remplit pas ses obligations, mais on ne la prévoit qu'à sa charge, et pas dans l'autre sens. Ah bon? Eh bien là, certains soutiendront qu'elle entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Bon, alors maintenant, j'en viens à celle qu'a proposée M. Danon. Les clauses d'impact financier. Alors là, je crois que la clause anti-spéculative, il me semble qu'elle ne soulève pas trop de difficultés si elle est bien rédigée. Et j'en veux pour preuve cette décision rendue par la 3e chambre civile de la Cour de cassation en 2009, commune de Saint-Pé-sur-Nivelle, où ici la Cour de cassation avait à statuer sur une telle clause, mais qui prévoyait que la commune rachèterait moyennant le prix initial augmenté du coût de la construction et revalorisé, etc. Et on va dire, dans l'arrêt, c'est assez intéressant parce que c'est la notion de contrepartie qui est mise en lumière pour dire qu'au fond, la clause, elle passe bien. C'était pas au regard de l'article 169, mais parce qu'il y avait une autre difficulté, parce que c'était le droit de disposer, bon, hop, mais intérêt légitime, proportionné, tout ce qu'on veut. Je pense qu'on pourrait tenir le même genre de raisonnement ici en la rédigeant correctement, en montrant, au fond, qu'il y a eu une contrepartie. Si on peut le faire, on y arrivera. Oui, ça passera. Il y a une clause, en revanche, que j'ai trouvée plus curieuse. C'est une clause ou la clause de complément de prix aussi. Non, là, je crois que ça va bien aussi, hein, parce que si effectivement le prix a été fixé en fonction d'un certain nombre de mètres carrés qu'on a envisagé de pouvoir construire, et que finalement l'acquéreur peut en construire plus, au fond, on voit bien qu'il y a un certain équilibre. Il n'y a pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Si l'acquéreur doit le complément, c'est parce qu'il a obtenu un droit de construire plus important que celui qui avait été envisagé initialement. Et donc, le prix initial avait été fixé en fonction du droit de construire initial. Donc, je crois que là, on y arriverait, hein, à défendre la clause. Alors, il y a la clause pour garantir, les clauses pour garantir la bonne réalisation du projet dans un calendrier de données. Là, je dois dire, celle-là, me semble-t-il, ne soulève pas trop de difficultés. Déséquilibre significatif, plutôt non. Grâce à la vente d'un terrain constructible, l'acquéreur acquiert un droit de construire. La clause lui impose de réaliser son projet dans un certain délai. Oui, il y a une obligation ici, mais au fond, qui ne déséquilibre pas significativement le contrat, peut-on penser, hein, avec toujours des marges d'incertitude dans ce type d'appréciation. Bon, je crois que vraiment l'idéal, c'est d'essayer de faire apparaître une contrepartie dans la rédaction de la clause. Et essayer éventuellement de se placer sur le terrain de l'article 169 alinéa 2. Parce que regardez, l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l'objet du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est ce que le notariat devra essayer de faire au sujet de la clause de non-garantie des vices cachés dans une vente entre deux particuliers, démontrer que l'objet principal du contrat, qu'est-ce que c'est? C'est la vente, c'est une vente, mais d'un bien sans garantie des vices cachés. C'est pas qu'on enlève la garantie, non, le bien il est vendu comme ça, et puis d'abord, si on le vendait avec une garantie, ce serait plus cher. Mais on négocie entre nous. Bon, ça, essayez comme ça. Mais ici, quand même, la définition de l'objet du contrat, c'est la vente et venir dire qu'on vend, mais qu'on garde la maîtrise de la chose, c'est tout de même un peu gênant. Alors, si jamais on n'y arrive pas,
mais peut-être qu'on aurait caractérisé des clauses exorbitantes qui se justifieraient par un intérêt général, par une politique publique. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on serait encore en présence d'un contrat civil? Est-ce qu'on serait encore en présence est-ce qu'on ne serait pas plutôt devenu en présence d'un contrat administratif? Monsieur le professeur, je vous pose une question béotien. Et vous répondez par oui ou par non. C'est difficile pour vous, mais c'est comme ça. On va avoir l'ordonnance dans quelques temps, dans quelques mois. On va avoir l'ordonnance. Tous les contrats qu'on signe aujourd'hui, ils peuvent être mis en cause en fonction de la future ordonnance? Alors, non. Mais cela étant, ce n'est pas seulement cela. Parce que l'ordonnance, elle est appelée à être ratifiée. Avant la ratification, par une loi, elle n'a qu'une valeur réglementaire. Valeur réglementaire, ça veut dire, je crois, qu'on peut contester en défense la légalité du texte. Donc la chancellerie n'est pas prête, n'est pas pressée de mettre sur le marché juridique, au fond, un texte qui serait susceptible d'être contesté. Donc ce qui se dit actuellement, c'est qu'il y aurait un report dans le temps des effets de l'entrée en vigueur du texte au lendemain de la loi de ratification. Mais de toute façon, même au lendemain de cette loi, ça ne vaudra que pour les contrats qui auront été conclus après. Donc, vous avez, monsieur le professeur, fait bien la transition avec monsieur Laffitte. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelle est la nature juridique de ces clauses et est-ce que ces clauses, finalement, n'ont pas pour conséquence, notamment quand une personne publique est partie au contrat, d'avoir une incidence sur la qualification juridique du contrat. Et je vais passer la parole au professeur Laffitte, qui va nous faire une brillante intervention sur le sujet. Bien, merci. Donc je vais intervenir effectivement sur la qualification du contrat résultant éventuellement du contenu de certaines de ces clauses et par exemple des clauses dont nous discutons ce matin. Alors le contrat administratif est une notion qui est assez bien connue. Un contrat est susceptible d'être administratif s'il est passé par une personne publique et si du fait de son objet ou du contenu de ces clauses, si son objet ou le contenu de ces clauses entraîne cette qualification, soit en vertu de la loi, soit en vertu de règles jurisprudentielles. Et c'est précisément s'agissant de ce critère attaché au contenu des clauses, que le tribunal des conflits a rendu, le 14 octobre 2014, un arrêt qui modifie la manière de qualifier ces clauses ou d'examiner ces clauses en vue de la qualification de contrat administratif. Avant cette modification, on s'interrogeait sur le point de savoir si une clause est exorbitante du droit commun, c'est-à-dire si en elle-même, elle était, comme on le disait, impossible dans les relations de droit privé, elle était ou illicite ou inusuelle dans les relations entre des personnes privées, si elle était inusuelle dans les contrats relevant du droit privé. Désormais, on ne s'interroge plus uniquement sur cette clause prise isolément ou sur une combinaison de clauses, on s'interroge sur le point de savoir si cette clause implique l'application du régime des contrats administratifs dans l'intérêt général. Autrement dit, je vais citer la décision du tribunal des conflits, elle apparaîtra peut-être, elle est dans les documents qui vous ont été donnés, puisque en vue de qualifier le contrat administratif, le juge va désormais rechercher si le contrat comporte une ou plusieurs clauses, donc au moins une, qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, si donc au moins une clause implique dans l'intérêt général que ce contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Alors, moi, une seconde, elle est en page 6 et 7 du document qui vous a été transmis. Merci. Bien, évidemment, cette jurisprudence est nouvelle, alors comme la jurisprudence est rétroactive à la différence des lois nouvelles et qu'ici il n'y a pas eu d'aménagement de jurisprudence, potentiellement cette jurisprudence nouvelle est applicable à des contrats qui ont déjà été conclus. Et évidemment, je vais me placer du point de vue de l'état du droit et pas uniquement du point de vue de la réforme du droit des obligations. Comme cette jurisprudence est nouvelle, nous n'avons
pas beaucoup de certitudes et beaucoup d'interrogations, évidemment, sur l'effet qu'aura cette nouvelle méthode de qualification sur l'étendue de la frontière entre contrat administratif et sur le tracé de la frontière entre contrat administratif et contrat de droit privé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, s'agissant du champ d'application de cette jurisprudence, quel type de contrat elle concerne? Elle concerne évidemment les contrats conclus par des personnes publiques, au moins une personne publique, puisque c'est la condition de principe. Il faut, pour qu'un contrat soit administratif, qu'il soit conclu par une personne publique. Il y a des exceptions. Ces exceptions sont essentiellement liées au fait que l'une des personnes privées, lorsqu'un contrat est conclu entre deux personnes privées, l'une des personnes privées agit en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique, au sens de l'article 1984 du Code civil, c'est-à-dire dans l'intérêt d'une personne publique et avec représentation de la personne publique, puisque la personne publique est juridiquement partie au contrat, eh bien le mandataire personne privée doit appliquer les règles applicables au mandant personne publique, et notamment on va appliquer les règles de qualification des contrats passés par des personnes publiques, donc notamment les critères de qualification du contrat en raison de ces clauses. Et on peut aussi qualifier d'administratif un contrat conclu entre deux personnes privées si l'une des personnes privées, encore une fois, agit toujours pour le compte d'une personne publique, mais cette fois non pas en vertu d'un mandat au sens strict, mais simplement en vertu de circonstances particulières. Et cette solution a été appliquée aux sociétés d'aménagement qui, s'il y avait des circonstances particulières, c'est-à-dire dans la jurisprudence, ces circonstances pouvant légèrement varier d'un arrêt à un autre, d'une affaire à une autre, mais notamment s'il existait un contrôle étroit de la personne publique sur la société d'aménagement, si la personne publique se voyait remettre les ouvrages construits dès leur achèvement, et si la personne publique, par exemple, était substituée à la société concessionnaire d'aménagement dans les actions en garantie décennale, par exemple. Néanmoins, en l'état, la seule qualité de concessionnaire de services publics ou de concessionnaire d'aménagement ne suffit pas à considérer qu'il y a des circonstances particulières et donc ne suffit pas à considérer qu'une personne privée, notamment un aménageur, agit pour le compte d'une personne publique en ce sens-là. Toujours du point de vue du champ d'application de cette nouvelle jurisprudence qui est fondée, qui entraîne la qualification du contrat en raison du contenu de ces clauses, il faut envisager le type de contrat dans lequel ce critère va être le plus souvent employé. Or, si on tient compte des autres critères qui permettent de qualifier un contrat d'administratif, c'est-à-dire soit en vertu d'une qualification législative parce que c'est un marché public au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015 désormais, ou parce que c'est un contrat qui emporte occupation du domaine public, ou parce que c'est un contrat qui a pour objet de confier l'exécution même du service public au co-contractant. Si on fait abstraction de ces autres critères de qualification, quels sont les types de contrats qui restent et pour lesquels le critère du contenu des clauses pourrait jouer? Eh bien, je pense que essentiellement ces contrats seront précisément des contrats à objet immobilier, les contrats dont nous discutons aujourd'hui, des contrats de vente, des contrats de bail, si on met de côté des contrats à objet financier notamment, où ça pourrait jouer, mais qui ne nous concernent pas ce matin. Ces contrats, avant cette jurisprudence, étaient en principe des contrats de droit privé, sauf clause exorbitante du droit commun. Et désormais, on peut considérer qu'ils resteront des contrats de droit privé, sauf si l'une des clauses implique dans l'intérêt général l'application du régime exorbitant des contrats administratifs. Mais ce régime des contrats administratifs, il n'a pas été conçu pour ces contrats parce que ces contrats sont habituellement des contrats de droit privé. Et donc, déterminer l'apport de ce régime pour des contrats administratifs, pour ces contrats à objet immobilier, n'est pas évident. Or, précisément, la méthode de qualification vise à essayer de montrer en quoi des clauses impliquent l'application de ce régime dans l'intérêt général. Voilà pourquoi, pour l'instant, je ne sais pas si je vais apporter beaucoup de réponses, mais je vais sûrement alimenter quelques incertitudes, un peu moins dramatiquement que mon collègue. Bien. Interrogeons-nous donc sur cette méthode de qualification. Il faut qu'une clause implique dans l'intérêt général l'application du régime des contrats administratifs. Qu'est-ce que c'est que ce régime? Il est essentiellement connu pour comporter un ensemble de règles qui s'appliquent de plein droit
c'est-à-dire indépendamment même qui entraîne l'application de solutions, même si ces solutions ne sont pas prévues par les clauses du contrat. Et ces règles générales du contrat administratif sont connues pour conférer à la personne publique un certain nombre de pouvoirs unilatéraux dans ses relations avec son co-contractant privé, un certain nombre de pouvoirs unilatéraux dans l'exécution du contrat. Ces pouvoirs sont connus, qu'il s'agisse du pouvoir de résiliation unilatérale dans l'intérêt général, indépendamment des fautes du co-contractant, d'un pouvoir de modification unilatérale, là aussi dans l'intérêt général, mais pas seulement un pouvoir de sanction, même si cette fois, pour pouvoir jouer de façon opératoire, il doit être un minimum organisé au contrat, puisqu'il faut que les pénalités soient prévues, et éventuellement un pouvoir de contrôle de la personne publique sur son co-contractant, sur l'exécution, voire sur certaines relations de son co-contractant avec des tiers. Mais il y a une discussion sur ce terrain et les prises de position, notamment de membres, de rapporteurs publics du Conseil d'État, laissent penser qu'il n'y a pas de pouvoir général de contrôle. Autrement dit, il y a des hypothèses de contrôle dans certains contrats et sur certains points, notamment dans les délégations de services publics, parce que la personne publique est responsable du service et donc elle doit pouvoir contrôler la bonne exécution du service public et elle doit obtenir un certain nombre d'informations et elle peut éventuellement exercer une certaine intrusion dans le comportement de son co-contractant pour la bonne exécution du contrat. Mais au-delà, un pouvoir général de contrôle qui introduirait un ensemble de prérogatives prédéterminées dont on aurait une liste, ça n'existe pas en l'état. Il n'empêche que le régime du contrat administratif, parce qu'il admet globalement beaucoup plus facilement une inégalité entre les parties, parce qu'un déséquilibre entre les parties, une inégalité entre les parties n'est pas illégitime ou anormale, parce que l'une des personnes publiques, la personne publique, a évidemment pour fonction de poursuivre des fins d'intérêt général. Puisque ce contrat admet de tels déséquilibres, eh bien, ce régime général des contrats administratifs, est susceptible d'accueillir des clauses qui organisent un contrôle plus poussé, même si ces règles générales n'imposent pas nécessairement ces prérogatives de contrôle. Il est susceptible, ce régime général, d'accueillir des clauses de contrôle qui seraient organisées par le contrat. Autrement dit, ces clauses ne sont pas soumises au même risque d'illicéité qu'elles le sont en droit privé. À côté de ces clauses, il y a à côté de ces clauses ou de ces pouvoirs, à côté de ces règles qui reconnaissent des pouvoirs unilatéraux à l'administration, il y a d'autres règles de ce régime général qui reconnaissent aux co-contractants cette fois des garanties financières. Ça peut vous intéresser au titre de l'imprévision quand ça va au-delà de ce qui est prévu par le contrat. En matière d'indemnisation du co-contractant, en cas de modification unilatérale, en cas de résiliation unilatérale, en cas d'événements imprévus, ce qui peut être simplement des sujétions imprévues en matière de travaux en raison de l'état du sous-sol dont on ne pouvait pas raisonnablement penser qu'il comprenait un type de risque qui rallonge les délais d'exécution ou qui renchérisse le coût des travaux, ou lorsqu'un événement imprévisible et extérieur aux parties vient bouleverser l'économie du contrat sans rendre l'exécution impossible, on peut considérer qu'il y a une situation d'imprévision. Et l'intérêt du régime général des contrats administratifs de ce point de vue-là, c'est qu'il fournit un ensemble de règles qui permettent une indemnisation du co-contractant, même si ce n'est pas prévu au contrat. Néanmoins, et ça je rejoins le professeur Leveneur complètement de ce point de vue, ces solutions, ces mécanismes, ils peuvent figurer dans des contrats de droit privé. Et l'intérêt du régime du contrat administratif, c'est que ces règles vont s'imposer de plein droit, même si elles ne sont pas prévues au contrat. Mais dès lors qu'elles sont prévues au contrat, et licitement en droit privé, eh bien le régime du contrat administratif n'apporte pas de façon évidente quelque chose de ce point de vue-là. Et puis, ce régime des contrats administratifs, il peut comporter une troisième catégorie de règles qui ne sont pas uniquement liées cette fois aux relations entre les parties dans l'exécution du contrat, des règles qui sont liées au fait que ce régime, parce qu'il admet justement une inégalité entre les parties, est susceptible d'accueillir un ensemble de clauses qui pourraient éventuellement apparaître déséquilibrées, précisément parce que
compte tenu des objectifs d'intérêt général que poursuit la personne publique, mais je vais reparler de ça s'agissant des clauses dont nous discutons, eh bien, la personne publique peut, de façon normale, dans une perspective de mise en œuvre des politiques publiques dont a parlé M. Danon, eh bien, introduire des obligations particulières à l'égard de son co-contractant. Donc il y a un ensemble de clauses qui sont susceptibles de correspondre à ce régime des contrats administratifs, de l'impliquer en ce que l'efficacité du contrat et la bonne exécution du contrat dans l'intérêt général suppose de quitter, en gros, le champ du droit privé. Mais ça suppose de pouvoir déterminer précisément une nouvelle exigence qui est liée à ce que l'application du régime des contrats administratifs doit se faire dans l'intérêt général. Mais ça veut dire quoi? Autrement dit, est-ce que c'est que ce régime du droit des contrats administratifs est utile? Est-ce que c'est qu'il est nécessaire? Est-ce que c'est qu'il est indispensable? Il y a un degré d'exigence qui, pour l'instant, n'est pas évident à déterminer. Toujours est-il qu'il faut que cette application du régime des contrats administratifs se fasse dans l'intérêt général. Mais ici, on a des exemples de jurisprudence de la Cour de cassation, de contrats passés par des personnes publiques, souvent de contrats qui comportent occupation du domaine privé, mais pas uniquement, où la Cour de cassation admet des dérogations au régime des baux commerciaux, admet des dérogations au régime des baux emphytéotiques. Par exemple, en matière de baux emphytéotiques, admet qu'il n'y ait pas de libre cession du bien par le preneur, du bail par le preneur, excusez-moi, dans la mesure où la cession est soumise à l'accord préalable de la personne publique. La Cour de cassation a considéré par le passé qu'il ne s'agissait pas de clauses exorbitantes. Autrement dit, puisqu'elles ne sont pas exorbitantes, elles pouvaient par le passé se trouver dans des contrats de droit privé. Et ça veut dire que le droit privé fournit un cadre qui permet de donner une efficacité à ce type de clauses dérogatoires. Clauses en vertu de lesquelles la personne publique dispose d'un pouvoir d'imposer une solution dérogatoire pour la bonne gestion du domaine privé, parce que ce domaine peut avoir vocation à être affecté à l'utilité publique et qui, pour conserver cette vocation à être affectée à l'utilité publique, eh bien, on peut introduire des clauses de précarité ou des clauses qui dérogent à certains régimes de droit privé. Toujours est-il qu'il faudra le démontrer. Il faudra démontrer que l'application du régime des contrats administratifs s'impose dans l'intérêt général, ce qui suppose de démontrer que le droit privé ne peut pas accueillir ce type de clause ou ce type de pouvoir dérogatoire. Si on examine les clauses dont nous avons discuté ce matin, on peut mettre l'accent sur deux types de clauses principalement, qui sont très présentes, les clauses qui établissent un contrôle de la personne publique sur son co-contractant et qui peuvent être l'expression de pouvoirs unilatéraux ou qui peuvent être l'expression d'obligations non réciproques des parties, comme vous l'avez, pour reprendre les exemples que vous avez évoqués. Plusieurs clauses que nous avons examinées introduisent un contrôle poussé de la personne publique en termes d'information notamment. La personne publique doit se voir communiquer de façon régulière, continue, sur un nombre important d'années, des informations parfois très précises. Par exemple, quelle est l'affectation exacte des locaux qui ont été vendus, avec des justifications sous peine, et si ces justifications ne sont pas fournies, avec des pénalités applicables. De même, en cas de location à un loyer maîtrisé, il faudra fournir des informations sur les occupants. Elles seraient précises, et notamment sur les revenus des occupants. En matière de clauses d'insertion sociale, lorsque on s'engage à ce que sur les chantiers, on emploie un certain nombre de personnes en insertion, eh bien, il faudra fournir tout simplement les fiches de ces personnes pour justifier que ces personnes ont bien été employées. Or, par le passé, la Cour de cassation ou le tribunal des conflits ont pu considérer que des clauses qui introduisaient un contrôle poussé, notamment qui imposaient la communication de la comptabilité du co-contractant, étaient des clauses exorbitantes et donc n'étaient pas habituelles dans les rapports de droit privé. De même, dès qu'il y a une clause d'agrément, évidemment, ça permet à la personne publique d'effectuer une certaine intrusion dans le comportement de son co-contractant.
Mais pour être moins sévère que mon collègue, je dirais qu'il existe d'autres exemples dans cette jurisprudence qui est assez casuistique et qui le sera certainement encore à l'avenir sur la base de la nouvelle méthode retenue par le tribunal des conflits. Il existe d'autres exemples dans la jurisprudence où la Cour de cassation admet comme licite en droit privé, comme n'étant pas par le passé exorbitantes en tout cas, des clauses qui sont tout aussi contraignantes pour le co-contractant. Je vous donne un exemple d'un arrêt qui a été jugé par la Cour de cassation en 2005, dans lequel la Cour de cassation était confrontée à un contrat conclu par l'État, alors pas en matière immobilière, mais c'est tout de même intéressant, par lequel l'État accordait une subvention, une aide financière à une société, et ce contrat prévoyait un contrôle très important et très intrusif de l'État dans la gestion de la société, en ce que ça permettait de contrôler de façon très large la comptabilité de la société, et en ce que le contrat prévoyait même que cette société ne pourrait conclure des contrats avec d'autres sociétés étrangères qu'après approbation de l'État. Et donc, on est dans le type même de clauses unilatérales qui traduisent un déséquilibre important. Or, la Cour de cassation considère que c'est pas exorbitant parce que dans un contrat d'investissement, elle estime que entre deux opérateurs privés, entre deux personnes privées, un investisseur pourrait exiger de telles clauses du bénéficiaire de la subvention. Autrement dit, la Cour de cassation tient compte de la cohérence du contrat. Et cet exemple est intéressant pour les clauses dont nous discutons ce matin, précisément parce que, mais ça suppose d'être vérifié, par exemple la ville de Paris fait un effort en termes financiers dans le prix de vente, et donc cet effort en termes financiers par le prix de vente, s'agissant de la valeur des terrains vendus, des biens et des immeubles vendus, peut justifier un contrôle approfondi quant à l'utilisation qui est faite ensuite de ces immeubles. Précisément, ça apparaît cohérent, de même que quand l'État distribue une aide financière, il entend vérifier quelle est l'utilisation qui sera faite par cette société de cette aide financière. Donc, si on raisonne par analogie avec ce cas-là, il y a éventuellement une porte... il y a éventuellement pour l'instant possibilité de poursuivre ces fins d'intérêt général dans un régime de droit privé, mais peut-être qu'à l'avenir, ce ne sera plus possible. En tout cas, en l'état, ce n'était pas nécessairement impossible à l'égard de certains exemples, mais pas nécessairement de tous les exemples, et mon collègue a donné des exemples évidemment contraires. Je vais prendre un deuxième exemple qui est là aussi essentiel, c'est l'exemple de toutes ces clauses qui visent à imposer des obligations d'intérêt général aux co-contractants. Ce sont les clauses dont nous discutons, des clauses d'affectation, y compris sur une longue durée, 15, 20 ans, ou même toute la durée d'un bail emphytéotique. Des clauses qui prévoient des sujétions en matière sociale et environnementale, des clauses qui prévoient une location à loyer maîtrisé. Ces clauses n'ont pas de sens dans des rapports entre personnes privées. Elles n'ont de sens que parce que c'est une personne publique qui est partie au contrat, et parce que cette personne publique, elle est en charge, mais c'est ce que vous avez très bien expliqué, M. Danon, elle est en charge de l'exécution de politiques publiques, ce sont ses compétences. Pour les mettre en œuvre, elle recourt à la technique, à l'instrument contractuel, et ces clauses, elles ont un sens comme technique concrète de mise en œuvre des politiques publiques en matière urbaine, en matière d'urbanisme, en matière sociale, en matière environnementale. Par ailleurs, si effectivement la ville consent à vendre un bien en dessous de sa valeur marchande, elle doit juridiquement introduire de telles contreparties d'intérêt général, sinon ça viole les principes de la propriété publique en vertu desquels on ne peut vendre un bien en dessous de sa valeur à une personne privée que s'il y a des contreparties d'intérêt général. Donc, de ce point de vue-là, ça fait partie de l'équilibre du contrat. S'il s'avérait que ces clauses deviennent illicites en droit privé, alors, effectivement, la porte que j'ai évoquée tout à l'heure du côté du droit privé, au regard de la jurisprudence que j'ai citée, se ferme, et s'ouvre une porte qui est celle du droit administratif, de la qualification de contrat administratif, parce qu'effectivement, on ne raisonne plus sur la base du même équilibre, et le régime des contrats administratifs admet des rapports
inégaux dès lors que cela s'inscrit effectivement dans les compétences des personnes publiques et que le contrat est un moyen de mettre en œuvre ces compétences. De même que lorsque la personne publique délègue un service public, le service public reste de sa compétence, mais pour contrôler toujours l'organisation de ce service public dont elle ne peut pas se défaire, eh bien, la personne publique dispose de prérogatives unilatérales et tout à fait originales. Eh bien, ici aussi, si pour la mise en œuvre de ces compétences dans d'autres domaines, la personne publique a besoin d'imposer des prérogatives, je crois que le droit administratif est susceptible de les accueillir. Mais je dis que la porte s'ouvre, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte. La porte s'ouvre, mais encore une fois, comme ces contrats sont habituellement des contrats de droit privé sauf clause exorbitante, eh bien, la jurisprudence administrative n'est pas très importante sur ces contrats, et donc en l'état, je ne peux pas m'engager en disant ces clauses seront admises, elles ne seront pas admises. Ce qui est certain, c'est que les cieux sont beaucoup plus cléments de ce point de vue-là, s'agissant de telles clauses dans le champ du droit administratif, puisque je n'imagine pas qu'on complique, enfin, on peut toujours l'imaginer, mais je serais réservé à dire que le juge administratif va compliquer l'exécution des politiques communales en matière d'urbanisme ou d'environnement en n'admettant pas ces clauses. Bien, je vais m'arrêter ici pour laisser place à la discussion éventuellement. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était passionnant. On a dépassé les délais, bien sûr, mais je ne pouvais pas vous couper. Donc voilà. Et en fait, je trouve que, certes, il y a beaucoup de questions, mais je pense que les praticiens que sont les notaires et les avocats, les juristes d'entreprise ont du travail à faire, et je pense qu'il n'y a pas de difficulté à mettre en place des choses raisonnables et qui permettent de répondre aux objectifs des collectivités publiques et répondre également aux problématiques des investisseurs et des promoteurs. Alors, j'autorise, je suis désolée, je suis un peu autoritaire, 2 questions. Et après, on passe au deuxième sujet qui est également extrêmement dense. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Bonjour. Toutes les dispositions de la nouvelle ordonnance seront-elles d'ordre public? C'est-à-dire que, est-ce que il ne va pas y avoir, on ne pourrait pas essayer de chercher en disant que d'ores et déjà, les dispositions d'un nouveau contrat à conclure sous cette nouvelle ère ne pourront pas être soumis aux dispositions en listant les articles qui pourraient nous ennuyer, tels que l'article 1169, à ce que j'ai cru comprendre, ou même dans la promesse unilatérale de vente, j'ai cru comprendre que ça venait entériner le fait qu'aujourd'hui, il n'y avait plus possibilité d'exécution forcée. On sait que la pratique notariale est venue inscrire des dispositions inverses dans les contrats. Alors non, c'est l'inverse ? C'est l'inverse. D'accord, alors j'étais pas au fait. Donc est-ce qu'on pourra essayer de contourner ça et quelles sont donc les dispositions d'ordre public, s'il vous plaît? Oui, pour les promesses unilatérales de vente, il s'agit de ne pas, enfin, de tenir pour inefficace la rétractation du promettant. Hein, c'est ce qui est envisagé. Maintenant, bon, l'air du temps, si vous voulez, depuis des dizaines d'années maintenant, c'est de faire du droit contractuel impératif. Hein. On est parti en 1804 sur un droit presque complètement supplétif, mais maintenant, quand on regarde bien, c'est très souvent impératif. Hein. Alors là, ici, très précisément, des clauses contraires, on se pose des questions sur tel ou tel article. Est-ce qu'on pourrait adopter une clause contraire? Bon, là, mais pensez bien à l'article 1169. La clause contraire, elle sera peut-être jugée déséquilibrante. C'est ça aussi le problème. L'article 1169, lui, certainement, parce que l'évincer comme ça, on viendra dire que c'est en elle-même cette clause-là qui interdit de le faire jouer peut être déséquilibrante. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Pardon.
que vous ouvrez une porte du basculement du privé vers le droit administratif. Vous avez également souligné que les contrats administratifs concernent essentiellement les contrats avec une personne publique, et donc notamment pour des sociétés d'aménagement où on a un recul très fort des contrats qui sont passés entre personnes privées avec la jurisprudence, l'abandon de la jurisprudence Perrot, etc. On n'a pas tout à fait cette solution-là. Donc le champ reste ouvert pour les sociétés concessionnaires d'aménagement sur la difficulté posée par le Code civil, puisqu'on ne pourra pas basculer sur du contrat administratif a priori. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, on pourra pas basculer du côté du contrat administratif si effectivement la société d'aménagement n'agit pas pour le compte d'une personne publique. Mais dans ce cas, si on souhaite absolument sauver, imaginons que ces difficultés se posent, et si on souhaite, ce qui me paraît inévitable, de sauver ces clauses pour la bonne mise en œuvre des politiques publiques, sauf à ce que on recourt à d'autres instruments que l'instrument contractuel, mais ça va vraisemblablement alourdir les finances publiques. Si on souhaite sauver ces clauses, il suffit en amont d'organiser une action pour le compte, soit sous forme de mandat, mais là c'est probablement pas au sens strict délicat, mais une action pour le compte qui ferait qu'il n'y aurait pas, le contrat serait administratif, mais sans qu'il y ait nécessairement représentation. On pourrait, par exemple, dans la concession d'aménagement, demander à l'aménageur de reprendre ce type de clause, non ? Enfin, quelque chose de ce type ? Eh bien, c'est délicat à dire, puisque les exemples de critères qui ont été employés pour considérer que l'aménageur agissait pour le compte d'une personne publique sont plutôt liés aux prérogatives de la personne publique sur les biens réalisés. Autrement dit, la personne publique est substituée dans les actions contre le constructeur, ou la personne publique reçoit directement les ouvrages dès leur achèvement. Et on serait dans une perspective différente, mais on pourrait jouer du côté effectivement du contrôle, ou formuler, rédiger la concession d'aménagement de telle manière qu'on considère que sur telle ou telle question, l'aménageur agit pour le compte de la personne publique. Mais d'ailleurs, quand on prend les clauses de loyer maîtrisé pour les praticiens des opérations d'aménagement parisiennes, on voit bien que c'est l'aménageur, dans le cas de ces cessions de charges foncières, qui les impose, mais à l'achèvement de la ZAC, c'est la ville de Paris qui reprend le contrôle. Et tout ça est expliqué dans la mécanique du contrat. Donc on voit bien que l'aménageur n'est que, en fait, quelqu'un qui porte le temps de la finalisation de l'opération, parce que le temps des engagements sont beaucoup plus longs. Mais bon, on va dire qu'on a un beau champ d'investigation et de réflexion. Donc, je vais vous dire vraiment à tous les quatre un grand merci. Il faut signer vite. Donc là, les gens dans la salle, il faut signer très très vite. Hein, alors, on part tout de suite chez Maître Chevreux. Puis j'ai eu chaud. Hein. Oh là 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 là. Bon, merci beaucoup vraiment à tous les quatre. C'était formidable.